Bonjour à tous, je suis Vincent Lequen, je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Il est probable que tous ceux qui s'étaient inscrits ne soient pas encore présents, mais pour respecter l'horaire, je vais néanmoins démarrer. Bien, alors, je démarre par la première page, tout simplement. Donc, nous avons réalisé un baromètre, comme il était un peu d'usage au sein de l'équipe Cadris depuis plusieurs années, concernant l'offre et la qualité des services des back-office de gestion. Cette version du baromètre, nous l'avons produite l'année dernière au travers d'une étude qui s'est déroulée à peu près du mois d'avril jusqu'au mois de juin 2016, suite à quoi nous avons restitué aux participants, dont je vais parler juste après, l'étude, et puis maintenant, depuis quelques semaines, nous produisons des résultats au niveau public, voilà, pour tout le monde. Tous les participants à l'étude ont été invités à répondre à une analyse composée d'environ 115 questions qui sont réparties sur plusieurs thèmes que je vais décrire juste après. Peut-être contrairement à l'habitude où on se contentait de mesurer les performances des back-office de gestion au travers de métriques qui sont connues des spécialistes du sujet. Là, notre étude va beaucoup plus loin, et en tout cas sur d'autres aspects, en particulier sur l'aspect des services qui peuvent être proposés, soit par des fournisseurs de back-office, soit par les porteurs de risques eux-mêmes, à leurs clients ou à eux-mêmes. Voilà. Donc, ce n'est pas exclusivement sur la performance des métriques de performance, mais également sur le niveau des services. Et c'est ça qui intéresse pas mal le marché actuellement. Et c'est ce qui explique aussi la reprise de notre étude dans l'Argus de l'assurance, de l'avant-dernière Argus de l'assurance, où ce qui les intéressait surtout, c'était le niveau de service, mais sur lesquels on va revenir tous ensemble. Voilà. Le présent document représente les résultats globaux de l'étude et ne mentionne pas le nom des participants, puisque très naturellement nous nous étions engagés à l'anonymisation de l'étude. Voilà. Ceci étant dit, donc tous ceux qui ont participé à l'étude, et certains sont autour du webinaire, ont eu, eux, une restitution plus précise et benchmarkée par rapport à leur pairs. Voilà. Et autre petit point de préalable, et je vais à la suite passer à l'étude, les résultats qui sont obtenus le sont donc dans la période que j'ai citée juste avant. Il est évident que un certain nombre d'interrogés ont pu depuis développer des services, améliorer leur performance, etc. C'est bien une photo de 2016. Voilà, je vais passer à la suite. Donc, en page 3, je passe assez rapidement, mais vous voyez les différents thèmes que nous avons traités dans l'étude. L'offre de services au niveau des prestations tiers payants, l'offre d'information, d'orientation de services contribuant à la gestion des risques, les offres aussi en matière de reporting, les offres en matière de web service ou de services tout simplement et de gestion de la relation client, la dématérialisation ou l'automatisation des processus, et puis, traditionnellement, donc le niveau de performance et la qualité de service des back-office. Un dernier point sur l'offre de services et le contexte en termes de système d'information, mais ce sont des questions spécifiquement pour les organismes gestionnaires. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les participants à l'étude, nous avons accueilli des réponses de 21 acteurs du monde de la protection sociale qui se répartissent soit en tant que porteurs de risques, 8 mutuelles, 2 mutuelles d'assurance et un groupe de protection sociale, mais également des gestionnaires, qu'ils soient délégataires de gestion ou courtiers gestionnaires. Vous verrez dans l'étude que nous avons pris un parti tout à fait personnel de partager le marché en petits acteurs, acteurs intermédiaires et grands acteurs, selon les métriques que vous voyez dans le tableau. En termes de profil de portefeuille des participants à l'étude, donc on a les postulats sont les suivants. Donc la part de contrats collectifs des personnes interrogées s'élève en moyenne à 55%, ce qui est à peu près la moyenne du marché.
bien entendu, les petits acteurs, et je ne ferai pas la remarque à chaque fois, mais elle est évidente, pour les petits acteurs, la part du collectif est sensiblement inférieure. Entre 2 et 4% du portefeuille des personnes interrogées gèrent de l'ACS ou de la CMUC. Voilà. Évidemment, c'est tout à fait. Il peut y avoir de grandes différences entre les acteurs sur ce point. C'était juste une information à mentionner. Pour ce qui est de la surcomplémentaire, elle représente en moyenne 18% du portefeuille des personnes interrogées. Vous voyez avec plus de détails dans le tableau de la page 7 qui vous est présenté ici, rappel de ce que je viens de dire. Ce qu'il faut mentionner ici, c'est surtout la dernière métrique qui est intéressante, c'est le ratio des effectifs par rapport à la taille du portefeuille, qui est évidemment la métrique principale de mesure de la performance d'un back-office. Ce qu'on peut constater ici, c'est que les petits acteurs, évidemment, sont moins performants que les grands acteurs, dans une proportion de 1 à 3. Et que également, ce qui paraît logique également, c'est que les gestionnaires de back-office sont plus performants que les porteurs de risque, dans la même mesure à peu près. Le premier thème abordé, c'est donc l'offre de services, prestations et tiers payants, avec l'offre tout simplement de cartes de tiers payants dématérialisées sur smartphone, pardon. Je souligne le terme de smartphone. On peut avoir une offre de carte de tiers payants dématérialisée sur portail, quoique ça serve moins, sauf à l'imprimer. Pour ce qui est donc d'une telle offre, c'est assez simple. Le marché se partage tout à fait en 50-50 entre ceux qui le proposent et ceux qui ne le proposent pas. Une précédente étude que nous avions fait voici 2 ans montrait qu'il y avait à peu près simplement 1/3 des grands acteurs du marché qui disposaient d'une application smartphone, voilà, ce qui explique aussi les résultats obtenus en 2016 sur cette carte de tiers payant dématérialisée. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur d'autres services qui peuvent être proposés sur smartphone. En ce qui concerne l'offre de gestion et de calcul des droits sur le périmètre de la médecine, du conventionnement en particulier, donc la plupart sur le schéma de gauche, on voit que la plupart des organismes, je ne vais pas m'étendre, proposent aujourd'hui évidemment un conventionnement avec les professionnels de santé. C'est évidemment en moindre proportion qu'ils proposent le calcul des droits et en tout cas l'interrogation des garanties de l'assureur, y compris la surcomplémentaire. Dans ce cas, nous n'avons que 53% des acteurs qui proposent ce service. Une parenthèse simplement, évidemment, la présentation que je présente maintenant, vous pourrez en disposer sur demande auprès de notre équipe tout à fait librement. Je reviens donc à la page 11 pour vous parler cette fois-ci de l'offre de tiers payants sur l'optique et l'audio. Là aussi, aujourd'hui, ces services ne sont plus différenciants puisque une grande majorité des acteurs proposent de la gestion de conventionnement, soit en particulier par l'intermédiaire des réseaux de soins, tant en termes de gestion du conventionnement, de gestion des flux, tiers payants, mais également de calcul des droits et la possibilité d'interroger les garanties de l'assureur. La mention que nous faisons en bas de page est de dire, je le répète, que ce service de tiers payant et de gestion de réseau de soins auprès de l'optique et l'audio n'est plus un service différenciant, et de très nombreux acteurs le proposent. Un point sur les contrôles qui sont mis en œuvre toujours au niveau de l'optique et l'audio, en particulier au niveau de la prise en charge. Donc je vous laisse regarder les résultats, je ne vais pas tous les décrire en détail. Mais on note effectivement il y a une très large majorité d'organismes qui déclarent réaliser des contrôles sur les prises en charge en optique audio, pardon, en particulier a posteriori. Il est à noter aussi que la fréquence, les critères de contrôle à la carte, c'est-à-dire la possibilité d'offrir pour un gestionnaire pour compte ou pour un réseau de soins, la possibilité d'offrir des contrôles à la carte en fonction des garanties particulières
sont gérés n'est offert qu'à 41% des cas. Quant à détecter en a priori, donc les préaccords de prise en charge via des outils de data mining ou de big data, encore que l'utilisation de ce terme big data est probablement impropre techniquement, mais il est quand même utilisé, on le voit sur le marché. Simplement 38% déclarent posséder ce type d'offre. Le commentaire de Catherine sur ce dernier point, c'est que c'est probablement un petit peu exagéré. Il est probable qu'il y ait moins de 38% de solutions de data mining pour détection des préaccords de PEC sur le marché. Un autre point sur lequel j'ai un prisme important, c'est l'offre de conventionnement sur le périmètre hors nomenclature. Juste pour rappel, aujourd'hui, les études de la DREES en particulier montrent que les prestations hors nomenclature, on s'entend bien, hein, ostéopathie, diététique, tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, par le régime obligatoire. Donc, le périmètre hors nomenclature aujourd'hui, c'est quasiment 25% des prestations remboursées par des complémentaires santé. Donc, c'est tout à fait non négligeable. C'est en voie de croissance régulière depuis un moment. Eh bien, ça ne surprendra pas forcément tout le monde, mais très peu d'organismes proposent du conventionnement, de la gestion de flux ou plus simplement de la dématérialisation de ces prestations. J'ai eu souvent l'occasion, même auprès des plus grands acteurs du marché, de décrire le potentiel qui reste donc sur ce périmètre hors nomenclature, puisque rien n'existe. Ça veut dire qu'il y a moyen de se différencier. Dans un cadre de concurrence accrue, ça peut être tout à fait intéressant. Et Cadris a déjà eu l'occasion de proposer des solutions pour ce faire. Sur la page suivante, donc, il est question de la gestion de la relation avec les professionnels de santé et les services qui sont mis à disposition pour dialoguer ou être en relation avec ceux-ci. Une majorité d'organismes disposent d'une plateforme téléphonique dédiée aux professionnels de santé et près d'un acteur sur deux déclare mettre à disposition des professionnels de santé un service de consultation en ligne. Toutefois, en termes de métriques, le délai moyen déclaré de traitement des mails des professionnels de santé est de 86 heures, ce qui est quand même une métrique assez longue, importante, et notoirement supérieure à ce qui est offert aux assurés. Ce qui est logique aussi, mais enfin, avec un service qui est quand même fortement détérioré. 61% des répondants proposent une plateforme d'appel entrant pour les professionnels de santé. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation avec les professionnels de santé. Évidemment, depuis toujours, les back-office de gestion sont en rapport très régulier avec les professionnels de santé au cas par cas, au-delà d'avoir une plateforme téléphonique entrante. Sur la page suivante, il est question de l'offre de traitement dématérialisé des demandes de prise en charge à destination des professionnels de santé, où l'on voit que l'offre de service est très développée concernant l'hospitalisation, à 72%, et un petit peu moins pour ce qui est de la prise en charge dentaire, 61 seulement % de prise en charge se font par portail en ligne. Nouveau thème à présent, donc tout ce qui est offre d'information et d'orientation du service et de services contribuant à la gestion des risques, avec la première planche qui concerne l'offre d'information et d'orientation dans le domaine sanitaire et médico-social, où on voit que tous les services n'ont pas le même succès. Le service qui a le plus de succès reste la géolocalisation des professionnels de santé sur les applis mobiles. C'est une fonctionnalité qui est relativement simple à mettre en place. Par contre, si je vais vers les moins développés, on trouve en dernier le référencement et le scoring des établissements de santé qui est très peu proposé. Le carnet de santé en ligne également, très peu proposé aujourd'hui.
les programmes aux aidants qui ont beaucoup de mal à percer, ou le renvoi vers des dispositifs d'action sociale, également qui est proposé par une petite moitié des répondants. Ceci, le commentaire à faire sur cette planche, c'est qu'effectivement, et ça a un petit peu surpris par exemple les journalistes de l'Argus de l'assurance, beaucoup d'acteurs communiquent sur l'existence de services de prévention. Toutefois, dans la réalité, on voit qu'ils ne sont quand même pas aussi développés et répandus que cela. On pourra le constater aussi sur la page suivante, puisque là, on est toujours sur des services autour de la gestion du risque, mais reposant plus généralement sur des technologies. Donc là, les résultats sont aussi assez surprenants et pas forcément positifs pour le marché. Le programme de prévention santé sociale, par exemple, ne sont proposés que par une minorité d'acteurs. C'est aussi le cas dans une plus grande mesure de plateformes digitales santé, alors même qu'effectivement, là, il y a beaucoup de communication sur le sujet. Les conseils médicaux en ligne sont aussi très peu développés. Et on ne parle pas de la téléassistance pour les personnes fragiles par des solutions de type capteur, qui sont des solutions qui sont maîtrisées technologiquement, mais qui n'ont pas trouvé, loin s'en faut, leur ROI, leur retour sur investissement. Sur la page suivante, on traite de l'offre de services en matière de santé au travail. Normalement, effectivement, le passage à l'ANI et donc le développement des contrats collectifs doit aussi impacter l'offre en termes de prévention, puisque on n'en adresse pas les mêmes problématiques pour un employeur ou un assuré. Donc, pour ce qui concerne l'offre de service, donc santé au travail, donc l'on voit que il y a peu de développement qui existe. Le service qui est le plus développé reste les dispositifs de lutte contre les troubles musculo-squelettiques. Et puis, alors même que probablement le service le plus intéressant reste et qui trouve son retour sur investissement reste l'absentéisme, en particulier pour les contrats de prévoyance. Ceci, l'estimation des coûts liés à l'absentéisme ou l'offre que l'on peut faire à un employeur pour l'aider dans ce domaine reste extrêmement faible. Il y a très peu de solutions qui lui sont proposées à cet employeur potentiel. L'offre en matière de reporting, à présent, là aussi, ça prend toute sa dimension dans le cadre du développement des contrats collectifs, où l'on voit aussi que clairement c'est une zone de progrès importante pour le marché, puisque très peu de services sont proposés en matière de reporting. Alors on imagine un employeur qui voudrait avoir en temps réel, ça serait encore mieux, des informations qui seraient produites grâce aux données fournies par son contrat de santé. Donc la mise à disposition d'un data warehouse avec alimentation récurrente est une solution qui est très peu proposée. La même chose pour ce qui est des présentations dynamiques des données via un outil dédié. Ici, on parle donc bien de rapporter en temps réel des données à l'employeur, voire à l'assuré, bien sûr. Aujourd'hui, il existe des solutions, on le note tout en bas, en termes de business intelligence ou de smart BI. Je suis désolé pour ces acronymes affreusement techniques, mais ce sont des solutions de restitution de données qui sont très visuelles et très simples à mettre en place. Elles connaissent actuellement un très grand succès dans beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs de l'économie, et malheureusement pas trop dans le nôtre. C'est pas la technologie qui justifie le besoin, mais en espèce, il y a à la fois un besoin, un marché, des possibilités de se différencier et des technologies qui existent. Donc, nous recommandons fortement, au regard des résultats obtenus, le développement de ces solutions. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec toutes les personnes interrogées. Je vous laisserai regarder les autres résultats. Et je passe maintenant à l'offre de web service de gestion de la relation client.
Ici, nous sommes sur le premier process qui est donc la souscription à destination des assurés. Aujourd'hui, donc 2/3 des organismes proposent la saisie du bulletin en ligne sur des portails. Ça reste une majorité, mais enfin on pourrait penser à l'heure en 2017 que tout le monde le ferait, ce n'est pas le cas. Il y en a encore un tiers qui ne proposent pas ce service. Rappelons que le bulletin d'adhésion en ligne, c'est juste le dépôt d'informations qui va permettre à l'assuré de se faire rappeler, à l'assuré ou à l'employeur potentiel de se faire rappeler, puisque le service plus qui concerne évidemment la possibilité de souscrire en ligne de A à Z et de mettre le contrat directement en gestion, c'est-à-dire en intégrant les fonctionnalités de signature électronique. Là, aujourd'hui, le marché, il n'y a que 33%, donc un tiers des répondants qui le proposent. Voilà. Je précise que sur cet item, beaucoup de répondants nous ont dit « on ne l'a pas encore, mais on va bientôt l'avoir, on est en cours de développement ». Il faut être honnête et le préciser. Néanmoins, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, mais qui sont évidemment, tout le monde le dit, l'avenir de la souscription. Je précise que Cadris proposera un petit déjeuner conférence en courant mai, on communiquera là-dessus très prochainement, sur le sujet, en partenariat avec un éditeur de solutions. Le 1er juin, voilà, me dit-on. Merci Mathieu. L'offre de services maintenant autour des process de prestations. Là, c'est quand même plus développé. On a déjà parlé des demandes de carte papier en tiers payant. Donc là, on a la possibilité, outre le fait de l'avoir sur le smartphone, de pouvoir la demander un renouvellement ou une nouvelle impression sur des portails à 86%. Pour exemple, la consultation, je passe sur certains items, la consultation des prestations payées via appli mobile, on revient sur l'appli mobile, c'est 67%. Alors évidemment, ça tient compte de ceux qui n'ont pas d'appli mobile. Toujours la visualisation dynamique dont je parlais auparavant, des dépenses, simplement la moitié de répondants la proposent. Simulateur de rachat à charge, une petite moitié. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué et qui peut être compliqué aussi juridiquement. Donc, pas de commentaire là-dessus. Quant à avoir un simulateur avec le niveau de garantie de l'adhérent automatiquement paramétré, ça reste assez rare. Toujours sur les prestations, quelques autres fonctionnalités. Donc, téléchargement de formulaire, bon, ça reste quand même un service assez répandu. La possibilité de modifier des coordonnées bancaires dans le process de vie du contrat, c'est aussi assez répandu. Ce qui l'est moins, c'est la possibilité de régulariser ses impayés. Voilà, c'est le service qui est le moins développé, parmi ceux qui ont été cités. En page suivante, donc, on traite cette fois-ci de la relation avec les assurés et plus particulièrement de tout ce qui concerne les plateformes téléphoniques ou sur portail. Donc, la majorité des plateformes téléphoniques traitent des appels entrants des assurés 5 jours sur 7. En moyenne, les plateformes sont ouvertes de 8h30 à 18h. Simplement 20% des organismes interrogés élargissent à 6 jours sur 7 leur plateforme téléphonique. Quant à des fonctionnalités de click to call ou to chat, donc ça, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve potentiellement sur des portails. Donc la possibilité soit de se faire rappeler, soit de dialoguer avec un gestionnaire. Eh bien, c'est 14% uniquement des personnes interrogées, un tiers, qui déclarent avoir développé ces solutions et 14% sur application mobile. Aucun gestionnaire, donc courtier gestionnaire ou légalitaire de gestion, ne propose ces services. Sur la page suivante, l'offre de téléservice, cette fois-ci à destination des employeurs.
où l'on voit que les services sont encore peu développés. Par exemple, ne serait-ce que consulter le contrat, c'est possible que dans 2/3 des cas. Même chose pour la possibilité de radier ou d'ajouter un salarié automatiquement en ligne. Voilà, donc beaucoup à faire aussi dans ce domaine. Maintenant, je vais vous parler des processus de dématérialisation ou d'automatisation. Au niveau de la souscription, près de 40% des organismes dématérialisent leur processus de souscription auprès de leur réseau commercial, 30% auprès de leurs prospects employeurs, 20% auprès des partenaires distributeurs et 50% dématérialisent leur processus de souscription au contrat standard au niveau de l'employeur. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est indiqué tout en bas. De nombreux acteurs déclarent vouloir accélérer la dématérialisation des processus de souscription, ce qui n'est pas forcément une surprise, évidemment, puisque ça génère des économies et fortes en matière de productivité et de gestion. Voilà. Je passe à la suite. Un zoom sur la gestion de la surcomplémentaire. Donc aujourd'hui, 50%, une majorité, une légère majorité, automatise les affiliations, c'est-à-dire au moment où je prends une complémentaire et une surcomplémentaire, je peux affilier en même temps. Quant à l'automatisation des prestations, c'est le cas dans 70% des interrogés qui automatise le calcul du complémentaire et de la surcomplémentaire en même temps. Sur l'avant-dernier chapitre, donc, comme je l'ai mentionné au tout départ, vous allez trouver ici, ce qui intéressera pas mal d'entre vous, les performances moyennes des répondants, des back-office de gestion. Donc, sur le processus d'affiliation, par exemple, je ne vais pas forcément tout commenter, mais le délai pour une bonne lecture, le délai d'enregistrement de saisie d'un contrat en temps jour est de 5,8. Donc, il faut 5,8 jours en moyenne pour enregistrer un contrat chez les répondants du baromètre. Le délai d'enregistrement d'une affiliation de traitement relatif à l'ajout d'un bénéficiaire, donc c'est le processus, j'ajoute un bénéficiaire, c'est 4 jours, 4. Délai de traitement relatif aux modifications de garantie, il faut 5,6 jours pour modifier une garantie moyenne des contrats. Sur les cotisations, le délai de remboursement trop perçu est de 3 jours, le délai de recouvrement de cotisations non perçues de 3 jours,3. Je suis passé vite sur le délai de transmission du flux 408, c'est une métrique qui n'est pas forcément pertinente puisque globalement c'est du J+1 pour tout le monde. Sur les prestations en tiers payant, donc je vous laisse lire également les résultats, ou pour ce qui concerne les prestations hors tiers payant, même chose, vous pourrez consulter ces résultats. Des performances sur la page suivante qui sont souvent très attendues sur les plateformes de back-office. Le délai moyen de traitement des réclamations est de 6,3 jours. Le taux de décroché qui est qui est une moyenne de 90 chez tout le monde. Hein. Là, c'est une moyenne avec un écart type très faible. Le temps moyen d'attente, lui également, est très faible, 1,6 jours. La durée moyenne d'un appel, de 4 minutes. Le délai moyen de traitement des mails adhérents, lui, est de 61 heures. Voilà pour ce qui est des métriques principales de performance des back-office. Évidemment, nous avons collecté beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises, et n'hésitez pas à nous consulter pour, si vous avez bien sûr des études à mener de façon beaucoup plus précise avec des métriques détaillées. Le dernier chapitre, comme je l'ai dit au tout départ, concerne uniquement les gestionnaires pour compte. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne le sont pas de mesurer les performances. Donc, en termes d'offres de services, délégataires de gestion qui offrent un service de mise à disposition des employeurs, par exemple pour la gestion des précontentieux ou le recours contre tiers. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'un tiers des gestionnaires qui proposent le service de recours contre tiers, par exemple. Ce n'est pas forcément une métrique qui est négative,
il faut la lire aussi de la façon suivante, c'est qu'elle est demandée que dans un tiers des cas par les clients de ces délégataires. Évidemment, le délégataire ne développe de services que si ça lui est demandé ou s'il en a besoin au travers d'un contrat ou d'un appel d'offres. En matière d'aide à la vente, donc la possibilité de gérer des appels sortants dans une logique de rétention des contrats, évidemment, c'est assez peu développé. Hein, moins de 50% des délégateurs de gestion proposent à leurs clients une aide logistique et de services pour développer l'aide à la vente. Offre en matière de conseil, enfin, beaucoup de gestionnaires, en particulier courtiers et gestionnaires, proposent des services de conseil. Donc on voit que l'accompagnement, par exemple, des DRH dans l'élaboration des accords collectifs, c'est un service qui est proposé dans une moitié de cas seulement. Et ou plus encore, l'accompagnement et le conseil pour créer de nouveaux produits est proposé dans un nombre de cas minoritaire. Voilà. Donc ça m'invite à vous tourner aussi vers les bons cabinets de conseil comme Cadris pour vous faire aider sur ces sujets-là. Dernière planche, et puis je vais laisser les questions, s'il y a des questions qui nous sont posées, en essayant d'y répondre. Donc la dernière planche, c'est le nombre d'opérateurs de tiers payants ou de réseaux conventionnés qui sont connectés à un gestionnaire. Quand vous êtes gestionnaire, vous avez potentiellement, et j'espère pour plusieurs contrats, et évidemment, tous les contrats, tous les porteurs de risque n'ont pas les mêmes organismes de tiers payants ou de réseaux de soins. Donc voilà, en moyenne, les délégataires de gestion ou courtiers gestionnaires sont appareillés avec 2,3 organismes de tiers payants et 3 réseaux de soins conventionnels. Voilà, ainsi s'achève notre présentation. Je me mets en situation de répondre à vos questions, si tant est que vous en ayez à poser. Sinon, dans le cas contraire, je remercie tous de votre participation. Évidemment, je le redis, notre présentation est à votre disposition. Vous en faites la demande par mail auprès de moi, donc vincent.lequen@cadris.fr ou info@cadris.fr, c'est encore plus simple, et ça arrive au même endroit. Voilà. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions. Mais ça va peut-être venir. Merci. Alors, il y a une question qui m'est posée autour de notre panel d'études. Donc, le panel de votre étude est-elle représentatif du marché? Nous avons essayé de faire en sorte que ce soit le cas. C'est ce que j'ai décrit au départ. Hein. Nous avons un panel. Alors, nous avons un panel de porteurs de risques. Nous avons essayé de répartir en petits acteurs, acteurs moyens et gros acteurs. Et pour ce qui concerne les délégataires de gestion, je pense que là, pour le coup, l'offre étant bien sûr moindre, nous avons aussi des gros acteurs, des moyens acteurs, des petits acteurs.
des acteurs du secteur industriel ou des assureurs qui font du back-office. Voilà, je pense que globalement, enfin, c'est une auto-satisfaction de ma part certainement, mais globalement, notre panel a été jugé par tous les participants, et je rappelle que ceux-ci ont eu le benchmark, hein, beaucoup plus précis que ce que je vous ai présenté là, de leur situation vis-à-vis de leurs pairs, en termes de taille ou en termes de catégorie de participants. Et donc personne n'a fait de remarques là-dessus, et au contraire, globalement, les gens étaient très satisfaits des résultats et des métriques qui leur étaient proposées. Alors, il me pose une autre question sur le reporting. Est-ce que nous avons récolté des données sur le déploiement de solutions en RAD? Alors, la question est très simple. Non, on n'a pas été sur ce sujet-là dans le cadre de cette étude. Ça aurait été, c'était un sujet tout à fait pertinent. Ça m'invite aussi à vous faire savoir que nous allons relancer une étude sur le même principe, pas forcément sur le même thème exactement. On veut s'attacher cette fois-ci à la relation client, mais effectivement, dans une prochaine étude sur les back-office, on sera peut-être amené à prendre en compte cet aspect dématérialisation en entrée de processus de back-office. Ouais. Bien, je ne vois pas d'autres questions, donc je vais vous remercier chaleureusement tous. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est aussi l'objet de ce type d'exercice que nous faisions pour la première fois. J'espère que j'ai été audible et compréhensible surtout pendant cette bonne demi-heure, et je vous souhaite une bonne fin de journée et on espère vous revoir très prochainement sur nos ondes. Merci à tous, au revoir.